Cinquième et dernière vidéo, séquence 9, séquence 10 et synthèse. Séquence 9. Pour oublier son histoire, son second échec d'amour, Marco est en Jordanie. Et en Jordanie, on lui raconte aussi que Benigno est dans un centre de détention, en prison si vous voulez, parce qu'il est accusé d'avoir violé Alicia. Il rentre précipitamment à Ségovie et c'est après avoir rencontré Benigno une première fois, puis une deuxième fois, qu'il se rend au centre où il apprend le suicide de Benigno. Il dit Benigno dans sa lettre à Marco, viens me parler, hable con ella. Parlons-nous, ne sois pas aussi renfermé. Cette parole qui est une parole nécessaire et qui fait que Marco, tout d'un coup, lui qui n'y croyait pas, à l'hôpital, lorsque Benigno lui avait dit il faut que tu parles à Lydia, Marco lui a dit mais c'est impossible, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, elle est dans le coma, je n'y arrive pas. Voici maintenant Marco qui est en train de parler à Benigno dans le cimetière. Il parle à Benigno qui est mort, il parle à un être inanimé, mais qui en réalité continue à vivre en lui. Donc la parole a fait son chemin. Même l'être le plus renfermé, même Marco s'est mis à parler. Et même moi, en tant que spectateur, j'ai compris qu'il faut que je parle aux morts. Il faut que je parle aux gens que je veux continuer à faire vivre en moi. Je dois parler aux gens qui sont dans le coma, qui sont dans la mort, qui sont les absents. Je dois continuer à leur parler comme s'ils étaient des vivants. Pas comme si, parce qu'ils sont des vivants. C'est la première idée de cette scène. La deuxième idée de cette scène, bien sûr, c'est l'amour absolu de Benigno. Même si on peut le trouver fou, Benigno dit je veux partir dans le coma parce que j'espère retrouver Alicia dans le coma. Et donc, on est dans le poncif de la mort des amants, Roméo et Juliette, Pyrame et Thisbé, tous ces amants qui doivent mourir ensemble. Le poème de Charles Baudelaire, intitulé La mort des amants, Tristan et Isolde, mourir ensemble pour se retrouver dans l'éternité. Et bien, si la vie nous a séparés, on pourra au moins se retrouver dans l'éternité. Donc, il s'agit du plus grand acte d'amour de la part de Mémignon, encore une fois, qu'on peut accuser de folie, mais c'est véritablement un acte d'amour et c'est une manière de retrouver Alicia, mais qui est en même temps le substitut de sa mère. C'est pourquoi Marco lui dit j'ai le portrait de ta mère chez moi parce que je veux qu'elle t'accompagne elle aussi. Donc on a compris le schéma édipien de Benigno, on a compris à quel point Alicia représente pour lui la figure maternelle et comment il a fait le saut dans la mort, qui est en réalité le saut dans l'amour. L'amour extrême qui ne peut se retrouver, qui ne peut se concilier, qui ne peut former l'être boule qu'à travers la mort. Et c'est parce que Benigno meurt que Alicia maintenant ressuscite. La phrase est explicite dans le film. En tout cas, c'est comme ça que Almodovar l'a voulu, puisque Marco dit tu l'as réveillée, tu as réveillé la belle endormie, tu as réveillé la belle au bois dormant, tu l'as ressuscitée. Il y a eu comme un système de vases communicants. Benigno est mort, Lydia est morte. Il y a eu un double sacrifice et je vous dirai à la fin pourquoi eux deux vont mourir. Et c'est par cette double mort, surtout par la mort de Benigno, qu'il y a par ce sacrifice, donc, il y a résurrection lazarienne d'Alicia. Elle sort du coma comme Lazare. Et on va voir dans cette dernière pièce, qui est de nouveau une pièce de théâtre, un Tanztheater, je pense, on l'appelle comme ça en Allemagne, de Bausch. Donc la même chorégraphe du début, on la retrouve à la fin avec une pièce de théâtre qui s'intitule, pour que je ne me trompe pas, Mazurka Fogo. Et donc dans cette pièce de théâtre, on a maintenant une femme qui ne tombe plus. Il n'y a plus une chute comme au début, si vous vous rappelez, mais il y a une femme qu'on est en train d'élever. Donc la chute, c'est métamorphosée en une ascension, en une élévation. Et donc, nous passons du monde des ténèbres du début, du monde catamorphe de la chute du début, au monde ascensionnel de la fin, c'est-à-dire résurrectionnel.
D'où la dernière image du film, qui est une image vraiment bienveillante, une image joviale, où nous retrouvons la ronde, la danse, de la même chorégraphe Bausch, mais qui change tout à fait de style, qui change tout à fait de registre, puisque le registre tragique du début, du Café Muller, si vous vous rappelez, va devenir maintenant un registre de valse brésilienne, de valse portugaise ou brésilienne, je ne sais plus. En tout cas, c'est une ronde qui est, on ne peut pas plus, euphorique. Vous remarquez comment petit à petit, l'écran devient entier, le chant devient entier. Je voulais vous montrer à la fin le travelling ascendant. Vraiment, nous montons au paradis. Nous montons à l'Éden, alors que le film avait commencé dans le café lugubre, le café Muller, le café de la Seconde Guerre mondiale, le café lugubre. Là, nous terminons avec une image édénique, adamique. Nous sommes au paradis, et il n'y a pas, c'est le paradis retrouvé, hein, il n'y a plus Adam et Ève qui sont séparés avec des chaises entre eux, avec des guéridons entre eux, avec cette violence, avec ces linceuls. Si vous vous rappelez les corps du début, comme ça, qui tombent comme dans des linceuls, comme dans des suaires, pas du tout. Nous sommes maintenant dans une réconciliation du couple. Les couples se sont réconciliés, tous les couples se sont réconciliés, si bien qu'il y a une valse, hein, il n'y a plus cette rupture entre eux, il n'y a plus ce corps qui est sauvage, qui est brutal, pas du tout. Nous avons un corps poule qui se reforme, nous avons une ascension, le paradis est retrouvé, tout est grâce. Non seulement le paradis est retrouvé, mais même dans la salle, Marco, qu'on avait vu au début en train de pleurer, esquisse pour la première fois peut-être dans le film un sourire. Donc nous passons aussi des pleurs au sourire, et il regarde derrière lui Alicia, et vous avez le troisième et dernier intertitre, Alicia et Marco. Un couple maintenant se forme, et un couple bien réel de gens entre guillemets réveillés, plus équilibrés entre guillemets, plus normaux. Et donc il y aurait la potentialité de ce nouveau couple qui montre qu'il n'y a plus d'incommunicabilité entre l'homme et la femme, il y a réconciliation entre l'homme et la femme parce que tout est grâce. Ça me permet d'arriver à ma synthèse. Et dans la synthèse, je vais adopter, comme il se doit, les trois lectures. Je commence par la lecture structurale. La structure du film est une structure en abîme. La structure en abîme. Le film commence et se termine par deux trans-théâtres, T-R-A-N-Z-T-H-E-A-T-E-R, de Philippine Bausch. Et ces deux pièces de théâtre, qui sont donc aux extrêmes du film, montrent que la fiction, le théâtre, la danse, le cinéma, que la fiction l'emporte sur la réalité, ou plutôt que la fiction complète la réalité pour la rendre plus agréable, plus facile. Donc c'est l'importance de l'art qui commence le film, qui clôt le film et qui, quelque part, constitue le point d'ancrage de ce film et le triomphe de l'art sur la réalité. La deuxième structure du film est une structure entrelacée. Pourquoi entrelacée? Parce que j'avais commencé par la diégèse Benigno Alicia. Je poursuis avec la diégèse Lydia Marco. Puis Marco va rencontrer Benigno et Alicia. Il va y avoir un entrelacement et nous allons avoir une seule diégèse pour les deux qui avaient inauguré le film. Que signifie l'entrelacement? Eh bien, l'entrelacement signifie l'entrelacement des couples, l'entrelacement des sexes, le masculin et le féminin, c'est très important. Et donc, nous allons avoir ces quatre personnages, Lydia, Alicia, Marco et Benigno, qui vont devenir à la fin 4 moins 2 morts, moins Lydia et Benigno morts. Nous allons avoir un dernier couple qui, lui, sera le couple de la survie, le couple de la normalité en quelque sorte, avec la potentialité d'une communication entre l'homme et la femme. Troisième structure, une structure inversée, puisque nous passons du lugubre au début, du tragique au début, de la chute des deux femmes à une élévation, à une ascension. Nous passons d'un café mortuaire au jardin édénique. Nous passons de la mort des ténèbres à la lumière, au sourire, à la vie.
La lecture thématique met en présence, selon moi, trois archétypes, et je vais commencer par le premier, qui est l'archétype de l'androgyne, avec les deux êtres les plus androgynes, qui sont Benigno et Lydia. Nous avons donc Benigno qui est en principe féminisé parce que il vit avec sa mère, parce qu'il aime l'art, il aime le ballet, etc. Mais qui lui-même a des désirs bien masculins. Donc, il fait pendant à Lydia, qui elle est une femme en torera, en habit d'homme, avec une posture d'homme, mais qui aussi a une sensibilité féminine. De la même manière, Marco, si vous voulez, qui est à la fois beau, qui est viril, il pleure, entre guillemets, hein, il pleure comme pleurerait une femme. Donc, on peut voir dans tous ces personnages, on peut voir la figure de l'androgyne, parce qu'il ne s'agit pas du tout, de montrer que la richesse de l'homosexualité, c'est la richesse de l'humanité, c'est l'homosexualité, mais la richesse de l'humanité, c'est le fait de concilier la part masculine et la part féminine. Geraldine Chaplin, j'ai oublié son nom de personnage dans le film, elle va dire du masculin surgit le féminin. De la mort surgit la vie, de la terre surgit, et là elle cherche le mot, et puis elle trouve de la terre surgit l'éther. Donc il y a conciliation des deux sexes, et c'est dans cette conciliation que nous retrouvons la richesse. Le deuxième archétype, c'est l'archétype de la mère qui est perçue comme un absolu. Et si Benigno tombe amoureux, comme il tombe amoureux d'Alicia, c'est parce que pour lui, elle représente l'imago maternel, la sacralité maternelle, la virginité maternelle qu'il ne faut surtout pas posséder, qu'il ne faut surtout pas donc profaner. Et là, c'est le mythe personnel d'Almodovar, puisqu'on connaît tous l'attachement d'Almodovar pour sa mère. Et on retrouve la théorie de Charles Moron, c'est que dans l'œuvre d'un cinéaste, d'un écrivain, il y a toujours le mythe personnel qui ressort, c'est le mythe almodovarien de l'attachement à sa mère. À la mort de sa mère, j'ai trouvé un texte assez beau d'Almodovar, qui est très court, que je vais vous lire. Il dit « Ce samedi, en sortant de la rue, je découvre que la journée est magnifiquement ensoleillée. C'est le premier jour de soleil sans ma mère. Je pleure derrière mes lunettes, je pleurerai souvent ce jour-là. Je n'ai pas dormi la nuit précédente, je marche comme un orphelin pour trouver un taxi qui me mènera au funérarium. Je ne suis pas quelqu'un de prodigue en visite, mais ma mère est un personnage essentiel de ma vie. Pour mon nom public, je n'ai pas mis le sien à côté de celui de mon père, comme c'est l'usage en Espagne. Tu t'appelles Pedro Almodovar Caballero. Qu'est-ce que c'est que cet Almodovar tout seul, m'a-t-elle dit un jour. Les gens croient que les enfants sont l'affaire d'un temps, mais cela dure longtemps, très longtemps. C'est ce que disait Lorca. Les mères non plus ne sont pas l'affaire d'un temps, et elles n'ont besoin de rien de particulier pour être entre fiction et réalité. Et elle m'a appris comment la réalité a besoin d'être complétée par la fiction pour rendre la vie plus facile. Bien sûr, à l'issue de ce texte, on comprend davantage et le mythe personnel d'Almodovar et la métalex entre fiction et réalité. Troisième archétype, c'est l'archétype de la belle au bois dormant, Alicia, ou l'archétype de la belle endormie en me référant à Kawabata. L'origine du monde, son sexe, son pubis, c'est la forêt de la belle au bois dormant chez Charles Perrault, et Benigni est le prince charmant qui vient la réveiller. Voici pourquoi elle est toujours filmée en plongée, comme sur un autel de sacrifice, ou comme sur une table sacrée. Derrière elle, il y a deux luminaires qui sont comme ces cierges. Et à la fin, au lieu d'être filmé en plongée, on retrouve l'actrice qui danse à la fin, qui la représente, on la retrouve en contre-plongée, en train d'être soulevée dans les airs, comme dans une remontée lazarienne. Les trois lectures approfondies sont la lecture psychanalytique. Évidemment, c'est le complexe édipien de Benigno, parce que les mères, pour lui, c'est Alicia et sa propre mère qui sont vues et perçues comme des absolus inaccessibles, mais Almodovar nous dit attention à la schématisation psychanalytique qui est parfois dans l'erreur, qui est donc condamnable. C'est que Benigno n'est pas un homosexuel, même s'il vit le complexe d'Édipe. Ce qui ressort, en tout cas en psychanalyse, c'est la solitude affective. Marco manque d'affection, de tendresse, il manque de femme. Benigno manque de femme, et c'est pourquoi ils se rencontrent, et tous
sont en demande d'amour. Les histoires d'amour sont importantes dans le film, même si elles sont tragiques, nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Les étiquettes hommes et femmes ne sont pas renversées, mais elles sont annulées. Il n'y a même pas de dialectique actif-passif, puisque la femme peut être active, elle est tolérable, elle peut être passive puisqu'elle est dans le coma, et l'homme peut être aussi passif puisqu'il est spectateur, hein, au début et à la fin du film, mais il peut être actif, il tue le serpent, il fait l'amour à la Belle au bois dormant. Donc, les étiquettes ne sont pas du tout renversées, mais elles sont supprimées. La deuxième lecture est une lecture esthétique. C'est très important. Si les histoires d'amour sont tristes, c'est ce qu'il y a de plus triste au monde, dit Marco, surtout quand elles se terminent. S'il y a séparation, s'il y a trahison, s'il y a tromperie, s'il y a coma, s'il y a mort, s'il y a solitude affective, heureusement qu'il y a l'art. Et vous avez donc l'art et surtout le cinéma, hein, le théâtre, le cinéma, la danse et le cinéma qui englobent tous les langages artistiques parce que ces moments artistiques sont comme des pauses, sont comme des parenthèses dans la tragédie de la vie. L'art euphémise le viol, l'art fait rêver, l'image fait rêver, l'image fait pleurer, l'image fait danser, l'image fait chanter. Et donc la scène la plus belle, bien entendu, c'est la chanson Paloma, Coucou, coucou, parce que nous avons et Caetano Veloso et les deux actrices fétiches d'Almodovar qui sont là dans un moment comme détaché du temps, comme une sorte de fixité du temps. Hein. L'art sert à fixer tout ce vertige temporel, toute cette tragédie, et donc à sublimer notre destin douloureux. Et la dernière lecture, c'est la lecture mystique, bénignon, condamnable si vous voulez, pas pour moi, pas pour Almodovar, parce que Bénignon est un bénin, Bénignon est un idiot qui vit dans son propre monde, et vivant dans son propre monde, il a pu ressusciter Alicia. Et s'il a ressuscité Alicia, c'est grâce à un seul mot qui est le mot Hable con ella, parle avec elle. Le mot Ordet de Galadriel a fait de lui un chevalier de la foi au sens kierkegaardien du terme, si vous vous rappelez Kierkegaard, le philosophe danois, un chevalier de la foi qui est dans le stade du religieux cette fois-ci parce que il est entré en elle par sa semence vivante, il la ressuscite en parlant. Et si j'ai appris une leçon à la fin de ce film, c'est qu'il faut non seulement parler avec l'absent, parce que l'absent est un vivant, mais il faut croire à la force de ma parole. Il faut croire à la vertu de ma parole. Il faut croire à la puissance résurrectionnelle de la parole, parce qu'en parlant à l'absent, et vous êtes des absents pour moi maintenant, on peut peut-être ressusciter notre cours de cinéma. Merci.